Au printemps 2010. Tu as eu tes règles pour la première fois. Et t'en étais tellement heureuse parce qu'en plus t'étais la seule de ta bande d'amis à pas les avoir encore vus. Au printemps 2010... Oh bah tu es amoureuse de l'amour de ta vie pour toute ta vie. C'est un garçon que tu connais de la primaire, non? Et oui, tu peux pas dire à cette époque tout ce qu'il représente pour toi, tellement t'as Dieu de pensée et d'envie de pour lui, quoi. Et au printemps 2010, tu fais du violoncelle. Et ce que tu préfères, c'est l'orchestre? Ouais. Et oui, parce qu'il y a toutes ces vibrations là que te procurent les instruments dans le corps, partout là et dans l'âme. Et ah ouais, et même une fois, vous avez joué le thème de Pirates des Caraïbes. Et là, c'était un succès, non? Ouais, c'est ça. Alors au printemps 2010, au printemps 2010, tu fais du théâtre, hein? Du théâtre, voilà. Enfin, encore toujours et plus de théâtre. Tu es dans un groupe intensif de théâtre avec des gens plus âgés que toi qui s'inscrivent dans des concours pour passer dans les écoles supérieures, là, les écoles... et alors là, toi, tu te dis que toi aussi, peut-être, toi aussi, tellement, en fait, toi aussi, tu veux, quoi. Et au printemps 2010, et même dans plusieurs printemps suivants, tu as cette amie. Cette amie, c'est la plus drôle, la plus tendre, la plus vive, la plus intelligente, la plus, quoi, hein, la plus de tes amis, quoi. C'est la amie, c'est l'amie, quoi. Et ensemble, tu es né dans une famille très politisée et militante. Tu peux pas ne pas aimer la démocratie. C'est tellement vague en même temps. Ça veut tout et rien dire. Ça englobe beaucoup de choses, la démocratie. Hein. C'est un mot un peu fourre-tout, mais au final, ça regroupe énormément de politiques problématiques et oppressives. Parce que c'est toujours en façade, la démocratie. Démocratie pour qui? Tout le monde. Vraiment. Sans distinction. Sinon, tu te souviens que quand tu es petite, tu dis tout le temps « il est nul, l'Open ». Et tu dis que t'es à gauche, mais que t'aimes bien Chirac. Bon. Au final, pour toi, c'est juste des mots, hein. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Tu pourrais pas parler de démocratie. T'es pas assez organisé pour ça. Tu sais pas comment organiser la vie des humains entre eux. En fait, tu pourrais pas t'exprimer sur la démocratie, tu veux pas te présenter aux élections. En fait, tu trouves que ça dépend dans quel contexte. Bon, sur le papier, c'est très bien, mais dans certains contextes intimes ou professionnels, c'est pas très efficace, quoi. Et puis en même temps, on s'en fiche d'être efficace ou pas efficace. Et puis, est-ce qu'on pourrait imaginer un fonctionnement dans lequel il n'y a pas de démocratie? Est-ce que ce serait pas la fin de tout de fonctionner sans démocratie? La démocratie, c'est le minimum, non? Ouf, je sais pas, elle est un petit peu trop dure là, celle-là. Toi, tu veux pas la prendre? Ah, ton identité, toi, c'est d'être à l'ouest, non? D'être souvent à côté de la plaque, toujours désorganisé, un petit peu lunaire, non? Et maladroite. Ça va, tu parles? Ouais. Ah ouais, c'est tu veux, on peut dire. Attends, je sais. C'est d'être à la fois, c'est d'être enthousiaste, de manière un petit peu excessive, voire un peu absurde parfois, et puis, et puis d'amuser un petit peu la galerie quand le public se prête au jeu, non? C'est d'être à la fois très indépendante, mais aussi de demander beaucoup d'aide aux gens, parce qu'il y a plein de choses que tu sais pas faire, en fait. Ou que tu fais mal, ou parce que tu es toujours un petit
peu en bordel dans ta vie, non? Ah, attends. Ton identité, c'est de te moquer de toi-même. Parce que t'es un peu ridicule parfois. Il vaut mieux que ça devienne drôle. Sinon, t'auras envie de pleurer. Il vaut mieux que tu te prennes pas trop au sérieux, parce que sinon ce serait dur d'avouer que t'as toujours paumé quelque chose quelque part, qu'il y a toujours un truc que t'as pas compris, ou oublié, ou pas écouté. Que tes histoires d'amour se finissent toujours mal, comme dans les chansons d'Erita Mitsuko. Que tu ne sais jamais quoi choisir, que tu es complètement perdu dans la géographie, et que tu te disperses tellement que ça te fait perdre un temps fou, en plus de t'empêcher d'avancer. T'as parfois eu peur de perdre un bout de ton identité. C'est une erreur. Peut-être qu'il aurait mieux valu que t'en perdes un peu de ton identité. Il aurait mieux valu qu'on t'arrache un bout souillé et dysfonctionnel de toi pour que tu puisses renaître de tes cendres et devenir un petit peu plus papillon. T'as voulu rester chenille parce qu'on t'aime sans doute un peu comme ça. C'est rigolo, c'est peut-être un peu touchant, mais pour toi c'est chiant finalement. C'est lassant. Pour toi, et pour les autres aussi, probablement. La liberté. La liberté, c'est aller où tu veux quand tu veux. Enfin bon, quand t'as les moyens de te le permettre, évidemment, parce que bon, les plus démunis n'ont pas forcément les libertés. La liberté, c'est... Ah si, c'est dire ce que tu veux quand tu veux. Et où tu veux. Par exemple, je sais pas, sur un trottoir, ou dans un café, Ou sur une scène de théâtre. Dans la limite du respect d'autrui. Mais c'est quoi la limite? C'est quoi le respect? C'est quoi autrui?
En fait, ça s'est passé sur la terrasse d'un café, d'un bel hôtel. J'avais rendez-vous avec une enseignante et on a parlé, j'ai posé beaucoup de questions. Et à un moment donné, elle m'a dit ça. Elle m'a dit... Bah avant, tu sais, nous on n'était pas comme ça avant. Enfin, on avait des amis, des collègues qui étaient à la WIT, mais en fait nous c'était pas la question. Enfin toi, moi je suis sunnite, mais en fait c'est vrai, enfin, mais on s'en fichait en fait de savoir si telle ou telle personne l'était ou pas quoi. Et alors après j'ai posé une question parce qu'elle m'avait parlé d'une amie à la WIT juste avant. C'était une bonne fille, mais bon, en fait, les Alaouites ils ont pas de religion. Et puis en plus ils ont collaboré avec les Français, c'est des traîtres. Enfin, nous on va apprendre à nos enfants la vraie nature de ces gens-là. Alors, je, c'est pas moi. Non, c'est l'auteur du livre qui... Bon, il y a un livre qui... Bon, moi, ce dont je vais vous parler, c'est de l'histoire en fait de Noura et Alia. Qu'elle développe, qui développe juste après. Voilà, ce sont deux amies. Elles se connaissent depuis le lycée, elles ont 24 ans. Et elles vont à la fac ensemble. Elles étaient toujours bras dessus bras dessous. Ah ouais, elles se décollaient jamais. Et alors, c'est assez particulier parce que leur relation est très complémentaire. En fait, Noura, elle est un peu dans la lune. Elle est assez solaire, elle a la peau pâle, les cheveux blonds, et elle admire beaucoup Alia. Oui, et Alia, elle, par contre, elle est un peu plus terre à terre, quoi. Elle a des yeux perçants, des cheveux bruns. Et Noura dit même que si un jour elle a un enfant, elle l'appellera Alia. Elles s'amusaient tellement ensemble, et en plus elles étaient voisines aussi. Donc c'était super. Alors l'histoire commence quand Noura rend visite à Alia. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Noura, elle a déjà eu une première demande en mariage. Elle a refusé, c'est sa mère qui lui a proposé son prof de fac, et du coup elle a dit non. Et à ce moment-là de l'histoire, elle vient d'avoir un deuxième prétendant. Et donc là, sa mère lui dit que quand même, il faudrait se dépêcher parce que 24 ans, ça commence à être un petit peu âgé. Et donc, Noura va chez Alia et elle se retrouve comme ça dans la chambre. Ah oui, et alors en fait, ce qui est génial de savoir aussi, c'est que quand Noura est chez Alia, elle se sent hyper à l'aise, quoi. Elle peut même enlever son foulard, elle s'étache les cheveux et tout. Enfin voilà, elle se sent très libre. Et donc, elles se retrouvent toutes les deux dans la chambre, elles sont sur le lit. Et elles discutent de ce mariage, de ce mari. Et Noura dit à Alia... Noura dit à Alia que ce mari, très conservateur, lui interdira de porter des robes courtes, lui interdira d'aller au cinéma, et surtout qu'il lui a dit « Je comprends pas comment tu peux être amie avec ces gens-là quand tu sais ce qu'ils nous ont fait. » Bon, et là, les deux amies, elles meurent de rire parce qu'en fait, ces gens-là, c'est les Alaouites. Parce que, oui, en fait, dans ce pays-là, il y a plusieurs religions. Il y en a surtout deux majoritaires, en fait, en réalité. Donc, on a sûrement... Ouais, voilà, surtout des personnes sunnites et des personnes alaouites. Et alors, les Alaouites, paraît-il qu'ils ont une queue et qu'ils se réunissent pour faire des rituels qui se finissent toujours en orgie. Et alors, bon, les deux filles, elles rigolent beaucoup de ça sur le lit. Et donc, Noura termine en disant « Impossible. Jamais je ne pourrais épouser un homme qui pense que les Alaouites sont à exclure de la société. » Et voilà. Et cette scène-là se déroule au printemps 2010. Et en janvier 2011, quelques mois plus tard, à plusieurs reprises, Noura croise des voisins qui l'interrogent. « Alors, vous allez faire ?» Vous aussi, vous allez le faire? Noura ne comprend pas. Vous aussi, vous allez manifester? Noura a un petit mouvement de recul et elle se dit « Attends, c'est qui vous là? Je comprends pas très bien ce qui se passe. C'est qui vous? C'est les sunnites, c'est les ennemis du gouvernement, les opposants, c'est qui vous là? C'est moi. Et à ce moment-là, elle repense à la scène qui a eu lieu quelques mois auparavant avec Alia. Et un soir... Ah oui, c'est un jeudi soir. Noura est avec sa famille, ses tantes, ses cousins, la famille Kanafani. Noura Kanafani, c'est son nom. Voilà. Donc ils sont tous ensemble sur la terrasse et d'un coup ils voient des voitures arriver, ils entendent des clameurs, des gens qui chantent fort. En fait ils entendent un slogan qui dit « Vive le président !» et puis un autre qui dit « Dieu, Syrie, Bachar !» Parce que le président de ce pays... Enfin le président, non élu, donc le dictateur. C'est le dictateur. Bachar el-Assad. C'est Bachar el-Assad. Donc voilà, ils entendent Dieu, Syrie, Bachar, Dieu, Syrie, Bachar. Et il y a Tarek. Oui, Tarek. Tarek, il est assez jeune aussi, il est un peu impulsif, il n'a pas sa langue dans sa poche. Tarek, c'est le cousin de Noura. Et donc Tarek se lève et il les alpague comme ça au passage. Il prend une SUV qui passe et il dit non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est Dieu, Syrie,
Et là, les voitures s'arrêtent. Net. Les clameurs aussi. Sa tante Amal lui prend le bras et lui ordonne fermement de s'asseoir. Tous les hommes se tournent vers la famille. La famille est saisie dans le moment. Tout le monde se toise, sans rien dire. Finalement, les voitures redémarrent et s'éloignent. Et à ce moment-là, sa tante Amal lui dit avec une voix qui tremble de peur: Tu te rends pas compte de ce qu'ils sont capables de faire, ces types-là, de ce qu'ils sont capables de faire à nos vies, à nos familles, à l'honneur de nos filles. La tension monte, mais tout n'est pas encore perdu à Jableh. Parce que Jableh, c'est une ville en Syrie. Et la Syrie, à ce moment-là, elle est prise dans un grand mouvement général de manifestations dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Il y a plusieurs dictateurs qui sont tombés à ce moment-là. Il y a Ben Ali qui est en Tunisie. Il y a Moubarak en Égypte. Et dans quelques mois, en 2011, il y a même Kadhafi qui va se faire assassiner. Ouais, ça me rappelle quand Kadhafi était venu. Donc on est dans cette espèce de grand bouillonnement de révolution populaire. C'est pour ça que ça passe pas du tout de manière anodine ce slogan, c'est déjà une minute que Tarek essaie de mettre en place. Et l'auteur nous place à Jableh dans le livre parce que selon l'auteur, Jableh c'est une ville qui est assez représentative de la Syrie en fait, parce qu'au centre-ville de Jableh, il y a une majorité de sunnites et aux alentours, dans les collines, il y a des alaouites et puis quelques chrétiens. Oui, parce que comme je viens de le dire, il y a la religion sunnite et la religion alawite principalement. Et donc les sunnites sont majoritaires en nombre, mais les alaouites sont au pouvoir parce que Bachar el-Assad est de religion alawite. Et donc avec toute cette tension-là qui monte vers la Syrie, un jour, dans la ville syrienne de Daraa, à Daraa, il y a des gens qui qui écrivent un énorme tag, comme ça, sur un mur. C'est des adolescents. Voilà, et ils écrivent « It's your turn, doctor ». Alors, doctor, c'est Bachar al-Assad, et It's your turn, c'est bientôt ton tour, quoi. Enfin, t'es le prochain sur la liste. Et il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, il y a tout un tas de dessins, de caricatures qui circulent, qui représentent toujours une file indienne, comme ça, de dictateurs qui vont tomber dans le vide. Et le dernier, c'est Bachar al-Assad, il est tout tremblant, comme ça, il a peur, et alors évidemment, le gouvernement ne trouve ça pas drôle du tout, ni les dessins, ni le tag. Et alors, dans la ville syrienne de Daraa, le chef de la sécurité régionale, c'est le cousin de Bachar al-Assad. Et alors lui, il prend la décision d'arrêter les adolescents, de les emprisonner, de les torturer et de les faire disparaître. Et donc les familles protestent. Et alors là, à ce moment-là, on leur aurait répondu aux familles: oubliez vos enfants, faites-en d'autres. Si vous ne savez pas comment faire, on vous montrera. Et alors à partir de ce moment-là, toutes les villes principales de Syrie vont se soulever les unes après les autres. Enfin, c'est le début de la révolution. Mais pas Jableh, en fait, pas tout de suite, parce que Jableh a la particularité d'être un petit peu plus reculé. Donc Noura et Alia voient la situation un petit peu de loin. Les tensions montent néanmoins, mais elles appréhendent la révolution un petit peu différemment, un peu à rebours. Et donc face à cette situation à Daraa, il y a un homme du gouvernement, et aussi proche de la famille de Bachar el-Assad, qui va voir Bachar el-Assad et qui lui dit: écoute Bachar, là ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vas à Daraa, tu vas sur place, tu vas parler aux familles, tu mets ton cousin en prison, surtout tu n'arriveras pas à régler ça par la force. Bachar el-Assad est connu pour faire croire à toutes les personnes qui lui donnent des conseils que leur avis sera écouté et adopté. Finalement, les deux hommes se séparent en bons termes, mais en même temps que l'homme quitte le palais présidentiel, d'autres arrivent, avec des propositions très très différentes. Donc finalement, Bachar el-Assad va prendre la décision d'envoyer des jeeps, des miliciens sur place et l'armée pour écraser ce soulèvement et faire taire ces manifestations qui commencent à se répandre un petit peu partout. Et voilà, et Alia et Noura, elles sont au courant, elles savent tout ça et elles en discutent. Et à ce moment-là, on est à peu près à la mi-mars de l'année 2011 et les deux filles en parlent, elles se retrouvent dans la voiture et elles discutent, quoi. Et Alia est un petit peu étonnée, quoi. Elle regarde Noura et elle lui dit: mais Noura, comment ça les contre le régime? Non mais, toi d'habitude tu t'intéresses aux chaussures, aux vêtements. Mais si, non mais toi particulièrement, tu t'intéresses au shopping, tu me parles de shopping. Depuis quand t'es militante là? Et Noura répond: ok, ça va, c'est vrai, je sais, je suis moins politisée que toi, c'est sûr, mais je sais que, en fait, je veux pas que Bachar soit président. Je sais pas, j'ai envie de pouvoir imaginer qu'un jour, mon fils, puis
puisse devenir président de... Enfin, je sais pas, t'aurais pas envie, toi, d'imaginer que ton fils puisse un jour devenir président Alia ne répond pas. Nora la regarde et elle culpabilise un petit peu. Elle se dit, oula, je suis peut-être allée un peu loin là. Alia finit par descendre de voiture. Et sans rien dire, elle lui fait un bisou. Et elle lui dit à demain, comme si de rien n'était. Le 25 mars, quelques jours à peine après cette discussion, a lieu la première manifestation à Jablé. Ça y est, la révolution a atteint la ville. Ça y est, tous les portables se mettent à sonner les uns après les autres. Et de manière presque spontanée, des centaines de milliers de personnes se rassemblent devant une mosquée pour protester, pour manifester contre Bachar el-Assad. Et Noura ne va pas à cette manifestation. Par contre, une bonne partie de sa famille va, notamment ses cousins, et quand elle les voit revenir, galvanisée, hyper joyeux. Ouais. En plus, il faut dire que cette première manifestation, elle était pacifique. Et portée par un espoir énorme de pouvoir renverser le dictateur. Et ben là, elle est un peu embêtée. En fait, elle est un peu jalouse, hein, quoi. Elle se dit, mince. J'aurais bien aimé y être aussi. Et donc, dès la suivante, elle va se mettre à préparer des pancartes. En arabe, en anglais. Et lors de la manifestation, elle prend même la parole au micro. La révolution n'arrive qu'une fois dans ta vie. Et Alia, en parallèle, bon, elle vit aussi les manifestations, mais elle les vit de manière un petit peu différente. Elle a un ami qui s'appelle Ahmed. Ouais, Ahmed. Et lui, en fait, il se fait carrément casser la gueule par un groupe de sunnites en colère. Il lui casse le bras, ça dégénère complètement. En fait, on ne sait pas très bien ce qu'il serait devenu, hein, s'il n'y avait pas eu ses amis qui n'avaient pas extirpé de là et qui l'emmenaient à l'hôpital. Et donc là, ils sont à l'hôpital. Et ses amis qui sont sunnites disent à Ahmed, écoute, maintenant, où que tu ailles, si tu traverses un quartier sunnite, tu nous préviens, on t'accompagne, on te protège. Et là, Ahmed, il y a une espèce de recul, il dit non mais attends, on en est à ce point-là, là, vraiment. Dans mon pays, dans ma ville. Et bon, Alia, elle sait ça. Et elle va dans les manifestations, elle lit les slogans et elle se rend compte que le vocabulaire change. Puis il devient de plus en plus sectaire, même parfois complètement réactionnaire. Et elle se rend compte aussi qu'il y a quand même beaucoup de sunnites dans ces manifestations. Et là où Noura est enchantée par le cri de la révolution et transportée par une espèce de liesse. Oui, Alia, elle commence à se méfier un petit peu en réalité, parce qu'elle se trouve que ces slogans sont dangereux en fait, ils sont menaçants. Et ça donne lieu à une nouvelle discussion entre les deux amis. Oui, dans la voiture. Toujours dans la voiture. Et c'est là que leur point de vue commence à diverger. Il y a une énorme explosion que Alia a entendue en rentrant chez elle. Et donc, et suite à ça, elle apprend que 9 soldats syriens ont été tués. Dont 9 parmi ces soldats venaient de Jabal el-Madi. 3 soldats. Oui, pardon. 3 soldats sur 9 c'est venaient ça. de Oui, j'ai fait une article. Et donc, en fait, c'est important, c'est qu'il y a une vidéo. Il y a une vidéo qui est prise avec un téléphone, qui montre justement ces soldats en train de se faire tuer par des hommes armés, sauf que les médias occidentaux s'emparent de cette information. Sans faire circuler la vidéo, ils disent que c'est des personnes du régime. Oui, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des transfuges. Les transfuges, c'est des soldats qui ont quitté le régime et qui se sont retournés contre lui. Et donc, ça les arrange bien, en fait, parce que à ce moment-là, en fait... ils ont envie de faire chuter Bachar el-Assad. Voilà, un pouce doucement vers là aussi, en réalité. Donc... Et on ne sait pas tellement où se trouve la vérité. Non, même l'auteur, il dit qu'il ne sait pas exactement quoi. Et en fait, Alia, elle montre la vidéo à Nora et elles ne sont pas d'accord du tout parce que ce qu'elle voit, c'est des gens qu'elle suppose être des sunnites en fait en train de casser la gueule à. Enfin, c'est un début de guerre civile, quoi. En fait, les médias locaux de Syrie et tout ça s'emparent de cette information en disant que c'est des manifestants armés, des rebelles contre le régime qui ont tué ces soldats. Exactement. Et donc là où Alia dit que pour elle, c'est les manifestants armés qui ont tué ces soldats. Nora dit que mais non, pas du tout, c'est le gouvernement qui a tué ses propres soldats en fait, il faut que tu l'entendes. Et voilà, parce qu'ils se sont rebellés contre le gouvernement, et voilà, donc c'est logique. Mais là où Alia soutient que c'est absolument pas logique pour un gouvernement de tuer son peuple. Nora dit mais si, mais au contraire, c'est hyper logique, c'est un peuple qui se bat pour sa liberté et qui veut renverser le dictateur. Pour couper court à la situation, parce
qu'elle sent que ça devient un petit peu critique. Là, que l'amitié, elle commence un petit peu à s'effriter. Noura termine en disant « Peut-être qu'on n'a juste pas entendu la même chose. » Alors, la famille qui est la famille est très connue et elle est très politisée. Et surtout, en fait, elle a beaucoup d'amis à la bourse. Et c'est sans doute pour cette raison que les hommes de la famille, un jour, sont invités par le gouvernement. Et alors, ils sont reçus par un homme d'affaires, proche de l'État, qui le reçoit chez lui, très cordialement, généralement comme ça. Bonjour, venez, entrez, asseyez-vous, voilà, venez. Bon, alors, dites-moi, pourquoi est-ce que vous manifestez? Pourquoi est-ce que... Quelles sont vos réclamations? Et donc Tarek est là, et son grand frère aussi. Et Tarek, non, pas Tarek, mais son grand frère prend la parole et dit « Bachar el-Assad peut rester au pouvoir, s'il veut. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des réformes. » Et Tarek, qui est là, regarde l'homme et lui dit « Mais vous, là, monsieur, qui êtes si prévenant, pourquoi vous ne seriez pas le président, par exemple ?» Et l'homme se raidit, l'atmosphère se tend. Et l'homme d'affaires lui fait clairement comprendre que ça, c'est une ligne rouge. Mais on se sert là. Finalement, tout le monde se quitte en se criant, chacun rentre chez soi. Mais quelques jours après, les mêmes hommes de la famille sont convoqués. Le père, le grand frère, Tarek, sauf que cette fois-ci, ils ne sont pas invités. Ils reçoivent une convocation. Ils sont reçus par un officier dans un des bâtiments du quartier général du gouvernement. Et en fait, tout le monde sait que dans le cadre de ce bâtiment-là, à Jablay, il y a une prison. Et l'officier, cette fois-ci, leur demande « Qu'est-ce que vous voulez? Vous gagnez bien votre vie? C'est pas assez ?» Et ce même grand frère prend à nouveau la parole et dit qu'ils font ça... C'est par dignité, parce qu'on aimerait être considérés comme de réels partenaires avec le gouvernement. La conversation s'ensuit pendant un moment, et Tarek prend à nouveau la parole, et cette fois-ci, il dit « Moi, je veux pas que Bachar el-Assad soit au pouvoir. » Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voter? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas choisir le président? Et l'officier répond « Attention, moi je fais ça, vous descendez en prison. » Et Tarek, moi j'aurais jamais osé faire ça. Tarek dit « Bah allez-y, oui, allez-y, jetez-moi en prison. Là, moi j'aurais mes livres, je pourrais étudier, et puis de toute façon, si vous me laissez sortir, j'irai dans la rue, je ferai entendre ma voix, comme tout le monde. » Et ce qui est assez incroyable à ce moment-là, c'est qu'ils ne vont pas en prison. Parce que le gouvernement n'a pas encore passé le cap de répondre par la force à Jablay. Donc ils rentrent finalement chez eux. Et le 24 avril, manifestation. Dans la rue, on entend deux slogans. Le premier, c'est « Le peuple de la chute du régime !» Et le deuxième, c'est « Abba Bachar! Abba Bachar !» Et ce jour-là, le 24 avril, le gouvernement décide de répondre par la force en tirant à balles réelles sur les manifestants. C'est le début des premiers morts à Jablay. Ce jour-là, Zara est partie faire ses courses en voiture. Zara, c'est la mère de Noura. Elle est gynécologue et elle adore son boulot à l'hôpital. Elle va pas en manifestation, mais c'est pas parce qu'elle a peur, c'est pas parce qu'elle ne croit pas, c'est parce qu'elle se demande en fait si c'est la bonne solution pour faire entendre sa voix. Donc sur le chemin du retour, elle voit passer des jeeps, plein de miliciens. Quand elle arrive dans la ville, tout est barricadé. Dans la ville, les soldats sont partout. Alors elle rentre chez elle. Elle déballe ses courses. Elle a les mains qui tremblent là quand elle lave les fruits qu'elle vient d'acheter. Et un voisin de 13 ans entre dans sa cuisine. Et il fait comme si c'était chez lui. Parce que bon, ça a toujours été chez lui, chez Zara. Ça a beau être le voisin. Il a beau être à la 8. C'est comme sa deuxième maman. Donc alors, il vient, il prend une pomme. Il croque dans la pomme. Et il la regarde. Il est tout sourire comme ça. Et à ce moment-là, elle a un déphasage total de la situation. Elle se dit, mais attends, peut-être qu'en ce moment même, c'est son père ou ses frères qui sont en train de tirer sur les manifestants. Bon, elle n'a pas le temps de penser à autre chose que le téléphone sonne, et qu'elle décroche, et là elle entend une voix affolée et essoufflée qui lui dit « Docteur Zara, s'il vous plaît, venez vite, il y a quelqu'un qui est en train de saigner là. On est dans le vieux quartier, venez nous aider, s'il vous plaît. » Elle rapproche, et elle ne sait pas quoi faire. Il est presque impossible de se rendre au vieux quartier maintenant. Mais elle est médecin. Donc finalement, elle va pour sortir, et à ce moment-là, le téléphone sonne à nouveau, et la même voix, plus calme cette fois-ci, lui dit « C'est plus la peine. Elle est morte. » Il y aura d'autres coups de fil similaires à celui-ci, et cette fois-ci, à chaque fois, Zara répondra. Pas tous les jours, mais presque. Elle choisira de répondre, d'y aller la nuit. Elle prendra sa voiture,
Elle passera les barrages en inventant toujours quelque chose par rapport à sa mère, en prétextant qu'elle est malade, qu'elle a peur des bruits, et elle pourra passer, et elle soignera les gens. En parallèle de sa vie clandestine, Zara continue d'aller au travail et elle se souvient qu'elle a un collègue à elle qui lui a dit un jour en privé, très clairement, qu'il détestait Bachar el-Assad. Et elle se souvient qu'il lui a même dit un jour que son rêve était que son fils puisse voter en Syrie dans le cadre d'élections libres. Et ça la titille un peu, alors elle décide d'aller le voir et elle lui dit tu te souviens, la dernière fois tu m'as dit t'en penses quoi maintenant? Et l'homme répond écoute Zara, je peux pas parler de ça avec toi maintenant. Et il s'en va. Et en fait, Il n'a plus jamais adressé la parole. non, à chaque fois qu'il rentrait dans une pièce, il sortait, enfin, elle rentrait, il l'évitait tout le temps. En fait, ça l'a fait avec beaucoup d'amis comme ça à la lutte à elle. On arrive au début de l'été. Noura et Alia passent de moins en moins de temps ensemble. Et un jour, elles se retrouvent dans la voiture à nouveau. Et je crois que c'est le seul endroit où on peut discuter tranquillement en fait. Et donc ce jour-là, Noura dit à Alia, écoute Alia, c'est terrible là ce qui se passe, tu te rends pas compte? Là ce qui se passe, c'est qu'il y a des soldats qui sont en train de massacrer une population à Homs. C'est un massacre. Mais pourquoi il ferait ça? Mais t'as vérifié tes sources là? T'es sûr de toi? De quoi tu parles en fait? Et je comprends pas ce que tu dis. Et Noura lui répond, mais Alia c'est évident, mais ils font ça parce que le peuple veut la liberté, réfléchis. Et juste à ce moment-là, En fait, elle traverse un quartier à la 8 et là, il y a un soldat qui arrive et qui leur fait signe d'arrêter la voiture. et il dit à Alia en regardant Noura, faites attention, parce que sa famille, la famille Kanafani, est connue. Mais il s'en va et les deux filles reprennent la route. Et Noura dit à Alia, Tu sais, si un jour quelqu'un de sunnite venait t'agresser, moi je te protégerais. Et je suis sûre que tu ferais pareil pour moi. il y a un petit silence, personne ne dit rien. Et puis finalement, elles se regardent et elles explosent de rire. Et pendant que la situation dégénère comme ça en Syrie, la situation pour le reste des Syriens dans le monde dégénère aussi. Et Alia a des nouvelles de son frère qui s'appelle Abdulhamid et elle fait ses études en Égypte. Et donc il vit là-bas avec une coloc de Syriens. Et un soir, il y a quelqu'un, il y a une voix, on entend à la porte, ça toque, et il ouvre. Et là, il y a un jeune homme avec un accent irakien qui dit excusez-moi, est-ce qu'il y a des Syriens qui habitent ici? Alors lui, il répond oui. Voilà. Et l'homme s'en va sans rien dire. Et plus tard, le soir, d'autres hommes viennent, beaucoup plus nombreux cette fois-ci, et essaient de casser la porte en injuriant les Alaouites et Bachar el-Assad. Bon, finalement, Abdulhamid et ses collègues arrivent à faire fuir ces hommes qu'ils ne connaissent pas. Quelques jours plus tard, sur Facebook, en fait, ils constatent qu'il y a une liste d'adresses qui a été postée avec tout plein de noms de maisons, d'adresses de maisons, dont la leur fait partie, bien sûr. Et en bas, il y a un petit message là qui stipule. Là habitent des Syriens et il faut absolument les tuer. Et alors là, Abdulhamid et deux de ses colocs préfèrent interrompre leurs études et rentrer le plus vite possible auprès de leur famille, à jamais. Les jours passent et Zara est régulièrement convoquée à des bureaux pour répondre de ses agissements. Et donc elle se sent visée, elle se sent de plus en plus en danger et donc elle décide de partir au Caire pour se faire un peu oublier quelque temps. En fait, elle se doute que quelqu'un a dû parler et qu'on sait qu'elle a soigné des manifestants. Et donc ce jour-là, elles sont à l'aéroport. Noura accompagne sa mère. Et juste au moment de l'embarquement, il y a deux hommes des services secrets qui s'approchent et qui prennent Zara comme ça, très discrètement, gentiment, ils l'écartent en disant « On a quelques questions à vous poser, madame ». Et en fait, ils l'emmènent. Et Noura reste seule. Et elle rentre en taxi. Et au moment où elle descend de ce taxi, elle voit ses voisins à la 8 sur le pas de la porte. Et là, en fait, elle se souvient que le fils de cette famille, en fait, c'est le garde privé de Bachar el-Assad. Et là, elle se dit... Mais c'est pas possible, le régime est fait de gens comme ça qui pensent que Bachar est Dieu et qui soutiennent tout ce qu'il fait. Alors elle passe, elle les fixe,
Et là, elle fait exprès de cracher dans leur direction en rentrant chez elle. Et ça, c'est le geste le plus courageux qu'elle ait jamais fait de sa vie. Et le soir, Zara ne rentre pas. Et le lendemain non plus. Pas de nouvelles. Et le surlendemain non plus. Pas de nouvelles. Et donc, elle ne sait pas où est sa mère, quoi. Et elle appelle ses amis à la WIT pour leur demander s'ils n'ont pas d'informations sur sa mère, et ils n'en ont pas. Et ils ne veulent surtout pas s'en mêler. Hein. Et les jours passent. Les jours passent. Et elle n'a pas de nouvelles de sa mère. Les jours passent. Et c'est le moment où elle se sent le plus seule de toute sa vie. Les jours passent. Les jours passent. Et finalement, au bout de 2 jours... Les jours passent. Les jours passent. Les jours passent. Et finalement, au bout de 1 semaine... Les jours passent. Les jours passent. Et finalement, au bout de 10 jours... Les jours passent. Les jours passent. Et finalement, au bout de 2 semaines... interminable... sa mère peut sortir. Donc, Noura est chez elle, et elle l'attend. Elle l'attend. Et le soir arrive. Et tout à coup, Et tout d'un coup, là, elle entend une énorme explosion qui a lieu à l'extérieur de chez elle. Donc elle se rue à la fenêtre et elle regarde, elle voit une voiture en flammes. Et elle regarde au plus près. Et là, elle se rend compte que c'est la voiture de sa mère qui est en train de brûler sur ses yeux. Et donc elle est en panique totalement. Et elle commence à hurler, et elle entend des coups de feu qui se jurent à feu. Et donc elle se précipite auprès de sa maison. Et elle se dit, mais ça y est, c'est pas possible, c'est fini. Ils ont eu ma mère, ils ont tué moi, maintenant c'est tué ça. Elle en tire totalement. Et elle ramène sa mère, et là sa mère. Et donc Zara rentre. Zara arrive. Et elle trouve Noura. Noura, mais apeurée, enfin, complètement Traumatisée. emboulée. Et qui va rester, du coup, Noura va rester sous le choc pendant les quelques semaines à venir. Et l'été arrive. Alia part faire ses études en Angleterre. Oui, parce qu'Alia est en master en anglais. Et donc pendant presque 2 mois, les 2 filles ne se parlent pas du tout. Et un soir, quand même, enfin 4h du matin à l'heure anglaise, donc Alia dort complètement. Et en fait, il y a son ordinateur qui se met à sonner. Qui la sort de son sommeil. Et elle voit que c'est Noura qui l'appelle. Alors elle discute. Elle parle de tout, elle parle de leurs amis, de leur famille. Elle raconte l'Angleterre. Elle parle un petit peu de politique, mais pas plus que ça. Non, ça fait un peu là-dessus parce que c'est pas. Mais bon, ça dure 1 heure, 2 heures. Et puis après, elle rapproche, et là, Alia fond en larmes. Elle pleure. Et elle se dit, mais c'est génial, notre amitié peut survivre à tout, en fait. Il y a des kilomètres de là, derrière son écran, Noura, elle réfléchit. Et en fait, elle se rappelle un tout petit détail qu'il y a eu dans la conversation que Noura lui a dit. En fait, il y a un ami qu'elles ont en commun qui s'appelle Bossem, qui a supprimé ses amis Facebook. Et on ne sait pas pourquoi, mais ça la laisse songeuse. Et plus tard, dans la famille Kanafani, il y a un petit conseil de famille. Oui, parce que la situation ne s'arrange absolument pas. Zara est toujours appelée à des bureaux, elle doit toujours s'expliquer. Et donc la décision est prise que Zara partira, accompagnée de sa tante, enfin de la tante Anna, de la tante Mara et de Noura. Donc les 4 femmes embarquent, elles prennent la voiture, elles roulent jusqu'à la frontière. Là, elles abandonnent le véhicule et elles se mettent à marcher. Elles marchent, elles marchent. Des fois sur la route, il y a des gens qui l'aident, les aident à porter leur valise sur quelques kilomètres comme ça, et puis leur souhaitent bon courage pour la suite. C'est dangereux, c'est boueux. Elles marchent pendant des heures et finalement, elles arrivent en Turquie. Et là, on retrouve Tarek, qui était déjà là. Et ils sont tous en exil. Alia entend que Noura est partie de Syrie. Elle a envie d'avoir des nouvelles de son amie, alors elle se connecte sur Facebook. Et là, elle se rend compte que
Elle a été à son tour supprimée de la liste d'amis de Noura. Mais quand même, elle peut voir quelques informations. Elle constate que Noura finit par se marier avec un homme qui soutient le djihad. Et que d'ailleurs, sur sa photo de couverture, il y a des slogans qui soutiennent Al-Qaïda. 杨浩，你不说话吗？这不是你的剧场吗？这不是一个你可以畅所欲言的地方吗？你怎么不说话？还是你说不出话来？你想说什么？你到底想说什么？为什么要绕去说别人的故事？为什么非得绕去说别人的故事？为什么非得舍近求远、躲躲藏藏、遮遮掩掩？你的故事呢？你自己的故事呢？你说你喜欢欧菲利帕利的东西。看看欧菲利帕利的东西，他就讲他自己的故事，他就讲他自己的故事，他光讲他自己的故事，就会觉得振聋发聩、醍醐灌顶，像是被吓唬似的，低回不已。说吧，你人在法国；说吧，你人在剧场；说吧，在你面前的都是活生生会说话的人；说吧，在你面前的都是朋友。说吧，说吧，说吧，说吧。你知道，有一个真理颠扑不破，那就是我们永远都可以把这个世界的人分成两种，一种是胖的人，一种是不胖的人。一种是好的人，一种是不好的人；一种是蠢的人，一种是不蠢的人；一种是厉害的人，一种是不厉害的人；一种是天兵的人，一种是不天兵的人；一种是知道自己在说什么的人，一种是不知道自己在说什么的人。一种是眼神锐利的人，一种是眼神不锐利的人；一种是有深色头发的人，一种是没有深色头发的人；一种是包过头巾的人，一种是没有包过头巾的人；一种是会上街抗议的人，一种是不会上街抗议的人；一种是面对威胁会起身反抗的人，一种是面对威胁不会起身反抗的人；一种是赤手空拳会站在坦克面前的人，一种是赤手空拳不会站在坦克面前的人；一种是对革命犹豫的人，一种是对革命不犹豫的人；一种是体验过内战的人，一种是没有体验过内战的人；一种是不得不流亡的人，一种是得不流亡的人；一种是会开玩笑告诉别人快去自己的国家看看，不然自己的国家就要不见的人；一种是不会告诉别人快去自己的国家看看，不然自己的国家就要不见的人；一种是法国人，一种不是法国人；一种是会说中文的人，一种是不会说中文的人；一种是会像法国人一样思考的人，一种是不会像法国人一样思考的人；一种是必须考虑喊他书写的，一种是不必考虑喊他书写的；一种是在剧场里崇拜语言力量的人，一种是不在剧场里崇拜语言力量的人；一种是活生生会说话的人，一种是活生生不会说话的人；一种是活过集中营的人，一种是没活过集中营的人。一种是可以再见的人，一种是不可以再见的人；一种是可以见证的人，一种是不可以见证的人；
一种是今晚走出这里会记得努哈和阿利亚之间发生过的事的人，一种是今晚走出这里不会记得努哈和阿利亚之间发生过的事的人。一种是在我这边的人，一种是不在我这边的人。一种是相信真理的人，一种是不相信真理的人。一种是相信这个真理的人，一种是不相信这个真理。这个真理颠扑不破，所以我们可以把这个世界上的人分成两种，一种是会把这个世界上的人分成两种，另一种是不会把这个世界上的人分成两种。第二种人叫做